Salut tout le monde! Depuis le début de cette série, on parle de créateurs de mode et de leur success story. Aujourd'hui, on va parler du gars qui a inventé la success story. Les American Dream, à côté, c'est du pipi de chat. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que c'est lui qui a inventé le concept même de réussir? C'est qu'il l'a fait à une époque où c'était quasi impossible. Et je dis bien quasi parce que rien n'est impossible, etc. Mais quand même. Aujourd'hui, on a les réseaux, etc. Vous savez. Là, je vous parle d'une époque tellement lointaine que je n'ai trouvé aucune documentation pour illustrer cette vidéo. Là, je suis bien contente de vivre à mon époque parce que l'intelligence artificielle Midjourney a illustré cette vidéo pour moi. Merci à elle et merci à moi. Bref, la success story que je m'apprête à vous raconter est d'autant plus incroyable que le créateur en question n'a jamais créé un seul vêtement, ni même un seul sac à main de toute sa vie. Laissez-moi vous raconter Louis Vuitton, l'ascension la plus folle de l'histoire. Louis Vuitton est né le 4 août 1821 à Anché, un petit village dans le Jura. Il est issu d'une famille extrêmement modeste. Il a 2 frères et 3 sœurs. Tout petit, Louis a connu le bonheur, mais ça n'a pas duré. Sa mère, qui était une femme douce et aimante, décède alors que Louis n'a que 6 ans. Ce terrible événement donne tout de suite le ton de mon histoire. Louis n'aura que très peu de répit durant sa vie. 4 ans seulement après le décès de sa mère, son père se remarie. Mais les enfants sont loin de se douter de ce qui les attend. A l'époque, je vous rappelle qu'on est dans les années 1800, le seul chauffage de la maison c'est la cheminée au milieu du salon et c'est là où les familles dorment en général. Mais la nouvelle femme du père de Louis a décidé qu'elle y dormirait seule avec son mari et que les enfants iraient dormir dans une petite pièce. En fait c'est le débarras où on range les bassines, les outils, c'est une pièce petite, froide et humide. Et les enfants ne tardent pas à tomber malades. Pour couronner le tout, le père demande aux enfants d'appeler sa nouvelle femme maman. Les 2 petits acceptent, mais pas les 3 grands, et surtout pas Louis. Vuitton, en patois jurassien, ça veut dire tête dure. Et Louis le porte très bien. Cette femme ne sera jamais sa mère. Sauf que, après 3 fausses couches, la belle-mère commence de plus en plus à détester les enfants. Et elle va leur mener la vie dure. Elle les prend pour ses esclaves, elle leur crie dessus, elle les frappe avec le balai, elle leur jette des objets, une fois c'était même le couvercle de la marmite. Enfin vraiment, cette femme est folle. Elle refuse de nourrir les enfants, elle leur donne le strict minimum. Et Louis l'a même surprise une fois en train de pleurer sur commande et de se plaindre des enfants auprès du père. Et le pire dans toute cette histoire, c'est que le père adore sa femme et qui fait semblant de rien voir. C'est terrible. Et un jour, c'est allé trop loin pour Louis. Sa petite sœur a fait tomber un pot de crème sans faire exprès et la belle-mère a fait un tel scandale en la traitant de voleuse et en hurlant dans toute la maison que son propre père a commencé à la battre. Louis est intervenu et il a pris une gifle dont il s'est souvenu toute sa vie. Les enfants se réunissent et décident de demander de l'aide au curé du village, lui qui était très ami avec leur mère. C'est Louis qui y est allé, mais le curé n'a rien pu faire pour lui et ça a même empiré les choses puisque dans un si petit village tout se sait et Louis a été puni. Battu devant ses frères et sœurs pour avoir raconté les histoires familiales, Louis dort désormais dans la grange, dans le froid et l'humidité, sans nourriture. Et c'est dans ce terrible contexte de survie finalement que Louis prend la décision la plus importante de toute sa vie. C'est décidé, il va partir. Et comme ça, un soir, il part. Il avait rien préparé, pas même un petit bout de pain, juste il prend la route. Avec ses sabots de bois aux pieds, extrêmement lourds et pas du tout pratiques, il commence à marcher en direction de la forêt. Très vite, Louis a les pieds en sang, il tombe très souvent, il glisse sur la pierre et sur la mousse à cause de ses sabots de bois. Mais marcher pieds nus c'est inenvisageable et faire demi-tour encore moins. Et pourquoi faire surtout? Autant souffrir et aller de l'avant. Alors Louis marche. Et il n'est pas douillet, bien au contraire, c'est un gaillard. Mais ce n'est encore qu'un enfant, 13 ans. Louis apprivoise la forêt, seul dans la nuit, et le soir, il tombe d'épuisement. Le réveil est glacial, mais maintenant Louis a faim. Il faut trouver à manger et à boire. Mais quand on y réfléchit 2 secondes, c'est de la folie. Un gamin de 13 ans qui part en direction de la forêt pour faire quoi, on ne sait pas, avec des sabots de bois, sans manger, enfin, en 1800, mais enfin, le plan est carrément foireux. Mais c'est soit ça, soit rentrer chez lui. Louis décide de suivre la rivière. De cette manière, il pourrait se rafraîchir et boire quand il le veut. Mais Louis ne peut pas pêcher. Non, les terres appartiennent à des seigneurs et chasser ou pêcher est formellement interdit. Alors, il mange des noix qu'il trouve par terre. Ça fait une semaine que Louis marche et enfin, il aperçoit un petit village. Il décide d'aller frapper aux portes pour proposer ses services, gagner quelques sous, sinon juste le gîte et le couvert. Et après plusieurs refus, un vieil homme, un menuisier en fait, accepte de l'accueillir. Au début, il rend des services, il porte des choses, il coupe du bois, il entretient la maison. Mais assez vite, le vieil homme se prend d'affection pour Louis et il décide de lui apprendre son métier,
fabriquer des meubles. Louis apprend donc le métier de menuisier et il est très doué. Il apprend aussi les arbres et les particularités de leur bois. Il connaît déjà l'épicéa, le bois de chez lui, celui des hauteurs, le sapin qui pousse sur les pentes, le chêne, sans doute le plus solide d'entre tous, qui pousse dans la vallée, et le hêtre qui pousse sur les plateaux. Le vieux lui apprend tout. La découpe, l'entretien, comment emboîter des pièces entre elles. Il lui livre tous ses secrets et toute son expérience. Et même sa recette pour une colle ultra solide. Un trésor à l'époque. Après plusieurs saisons et malgré la gentillesse du vieux, Louis veut partir. Il avait pris la direction de Paris et il allait s'y rendre. Tête dure, on vous a dit. Le vieux lui avait même proposé de lui léguer sa maison et son atelier, mais Louis a refusé. Ce sera Paris, quoi qu'il en coûte. Louis retrouve donc la forêt avec ses sabots de bois et il reprend la route. Sauf que c'est l'hiver et même s'il a maintenant une peau de mouton pour le couvrir, ça suffit vraiment pas. Il marchait vite pour se réchauffer et dans la forêt il chantait très très fort pour se donner du courage. Louis n'a que 14 ans, mais déjà sa détermination force le respect. Il marchait jour et nuit en direction du nord. Il avait même mis des feuilles dans ses sabots pour le soulager et il ne s'arrêtait pour dormir que lorsqu'il était vraiment épuisé. Un jour, en pleine forêt, il entend un hurlement et il se précipite pour voir ce qui se passe. Et il tombe sur deux bûcherons en train d'abattre des arbres. Louis explique tout simplement qu'il cherche du travail et les bûcherons le prennent avec eux. Il restera près d'1 an avec les bûcherons et évidemment, il apprend leur métier. Comment abattre un arbre, comment le tailler en fonction de ce à quoi il est destiné. Les aventures s'enchaînent mais une chose reste. L'apprentissage du bois, sous toutes ses formes, semble être son destin. Louis reprit la route à l'été cette fois-ci. Les paysages ont changé, et lui aussi d'ailleurs. Il a maintenant 15 ans et il est devenu expert de la débrouillardise. Il a plus trop de soucis à se nourrir et maintenant il attend son baluchon, une peau de mouton et des outils de bûcheron. Il continue de s'arrêter à droite et à gauche, parfois même juste pour la journée, traire les vaches, porter le foin. Il est aussi resté quelques mois dans une ferme et parfois le soir, Louis rêve d'une maison. Et il commença à se demander ce qu'il allait faire de sa vie. Parce qu'en réalité, il marchait en direction du nord, mais il avait aucune idée de la route pour se rendre à Paris. Il savait qu'il avait des cousins là-bas, mais rien ne garantissait qu'il allait les retrouver, et même s'il allait l'accueillir. Un matin, alors qu'il se baigne dans la rivière, un homme apparaît sur son cheval blanc. Le seigneur vivait seul dans un grand château. Louis était émerveillé. Il n'avait jamais rien vu de si beau. Une domestique donna à Louis une chambre, à manger et à boire. Elle lui donna aussi des vêtements et des souliers en cuir. Enfin, une paire de chaussures légères, souples. La domestique lui apprit à tenir ses couverts, mais aussi à s'exprimer correctement. Elle lui apprend les formules de politesse, la manière de se tenir, l'importance d'être toujours propre et quelques bonnes manières à avoir en bonne compagnie. Elle lui coupe aussi les cheveux et les ongles. Un bon rafraîchissement. Et le lendemain matin, c'est un nouveau Louis, propre et reposé, qui prend la route le ventre plein. Le seigneur l'a fait déposer par son cocher au début d'une route et il lui a garanti que s'il suivait cette route sans jamais dévier, elle le mènerait tout droit à la capitale. Ça fait bientôt 3 ans que Louis est parti de chez lui et la vie lui paraît beaucoup plus douce. Et il est très excité à l'idée d'atteindre enfin son but, Paris. Et après 10 jours de marche, Louis entre enfin dans la capitale. On est en juillet 1837, Louis a 16 ans. Louis arrive la nuit et quelle ne fut pas sa surprise en découvrant une ville sale, puante, désordonnée, pleine de mendiants, de malades et de gamins errants. C'était chaotique, surpeuplé et surtout dangereux. Très vite, il se rend compte que ça va lui poser problème. Il ne sait pas lire. Qu'est-ce que c'est que toutes ces vitrines, toutes ces devantures avec des signes étranges? Il comprenait rien. Et après plusieurs heures à déambuler dans la ville, au petit matin, Louis découvre l'Arc de Triomphe. Il décide d'y monter et là, le miracle de Paris. Il avait une vue dégagée, les quais, la Seine, Notre-Dame. Il prenait le temps d'observer. Et enfin, le sentiment qui l'avait tant chassé. Il se sentait chez lui. C'est décidé. C'est ici qu'il ferait sa vie. Louis parvient à retrouver ses cousins. Ils habitent à 3 dans un appartement. Et ils acceptent de l'héberger, mais 2 semaines seulement. Après, dehors. Un de ses cousins, avec qui il s'entend bien, lui apprend son métier, emballeur. En fait, il attendait dans une rue commerçante que des clients fortunés sortent des boutiques avec des achats. Et il allait leur proposer l'emballage. Ça marchait pas si mal pour l'époque. Louis se forme auprès de son cousin et il apprend les petites subtilités du métier. L'emploi des différents matériaux, l'art du pliage pour éviter que le papier se défasse. De toutes les astuces que Louis apprend, il nous reste aujourd'hui le papier journal pour éviter que la vaisselle s'entrechoque. En fait, c'est ça son métier. Louis a très vite compris les rouages du métier, mais s'il veut être emballeur à son compte comme son cousin, eh ben, il lui faut des matériaux, du papier, des outils.
c'est pas évident là tout de suite. Donc l'idée qu'il a, c'est plutôt d'aller se faire embaucher chez un emballeur. Et la rue des belles boutiques où on trouve les clients fortunés et donc des emballeurs, c'est rue Saint-Honoré. Et après 2 jours à observer cette rue, il conclut que l'emballeur qui a le plus de clients, c'est un certain Maréchal au numéro 327. Louis entre pour proposer ses services, mais un peu honteux. Parce qu'il a déjà fait ça avant, mais là c'est différent. Là, il vient demander un vrai travail et à un expert apparemment reconnu. Dans sa boutique, Maréchal emballe de tout. Du plus petit au plus gros objet, en passant par les effets personnels de monsieur ou la garde-robe de madame. Il se charge de fabriquer des coffres et de les acheminer à destination. C'est vraiment une entreprise polyvalente et indispensable à l'époque. Louis apprend auprès des autres tous les aspects de ce métier et son expérience lui permet même de remarquer que les caisses de bois du Maréchal sont très lourdes et trop épaisses. Il voit déjà des axes d'amélioration, mais il est là pour apprendre, donc il garde ça pour lui. Le soir venu, Louis demande s'il peut rester un peu à la boutique pour s'entraîner un petit peu, répéter les gestes, avancer un peu le travail. Et Maréchal accepte et il lui donne les clés. Mais la vraie raison de cette demande, c'est que Louis n'a nulle part où dormir. Le matin, il se lève aux aurores, il va se promener un petit peu dans le quartier et à 8 h, il arrive dans la boutique comme si de rien n'était. Louis travaillait bien, très bien même. Et le Maréchal l'a remarqué tout de suite. Il était précis et méticuleux, les caisses qu'il fabriquait étaient très solides et il n'hésitait pas à proposer des solutions innovantes pour emballer les objets les plus bizarres. Pour un énorme lustre de cristal que Louis devait emballer et transporter, il avait imaginé et créé toute une structure pour pas que les pampis s'entrechoquent. Le travail de Louis faisait vraiment la différence. Très vite, Maréchal engage Louis officiellement. Son premier vrai travail. Et chez l'emballeur le plus prestigieux de tout Paris. Aussi, Maréchal découvre que Louis n'a pas de maison et qu'il dort à la boutique. Mais il n'est pas fâché. Au contraire, il lui propose de s'installer dans la petite chambre au-dessus de l'atelier que personne n'utilise. Petit à petit, Louis trouve son rythme, il installe sa routine. Sa petite balade du matin et son travail chez Maréchal. Maréchal apprécie tout particulièrement Louis. Il lui confie tous ses petits secrets de fabrication. Et Louis, lui, il vivait que pour son travail. Plus il avait à faire, plus il était content. Il était extrêmement sérieux et il s'autorisait aucune dépense superflue. Vraiment le strict minimum. Si bien que le 4 août 1890, le jour des 19 ans de Louis, Maréchal le nomma officiellement ouvrier. Il avait gravi 2 échelons en seulement 3 ans et Louis avait bien grandi, il mesurait maintenant 1,90 m. C'était un jeune homme si imposant mais en même temps si humble. Il faisait très forte impression dans la boutique de Maréchal. Les Français vivaient sous le régime de la monarchie et le souverain s'appelait Louis-Philippe. Il avait trahi son cousin pour arriver au pouvoir, ce qui avait créé 3 jours d'émeutes dans tout le pays. Enfin, il n'était pas du tout aimé des Français. Et pour avoir la paix, il avait fait voter une loi qui bannissait tous les héritiers de Napoléon Ier, le Napoléon Bonaparte, qui lui était très aimé des Français. En gros, personne ne voyait d'amélioration sur sa condition depuis son arrivée au pouvoir. Les gens le trouvaient peu ambitieux. En fait, il faisait rien de fou quoi. Alors que Paris avait besoin de bâtiments décents qui tiennent debout, de fontaines pour amener l'eau potable dans la capitale, on est à une époque où tout est encore à construire. Et vu comme c'est parti, c'est pas Louis-Philippe qui va faire bouger les choses. Durant son règne, il aura quand même fait une chose de bien. 10 ans après son arrivée au pouvoir, il finit par céder à la pression du peuple. Il décide de faire rapatrier en France les cendres de Napoléon. Le peuple de Paris et tous ceux qui avaient servi l'empereur de près ou de loin rejoignent les Champs-Élysées. On aurait juré, tant la foule était dense et les gens heureux, que Napoléon était encore en vie et qu'il rentrait glorieux d'une de ses batailles. L'empereur revient pour l'occasion, Maréchal ferme sa boutique et il donne un congé payé à tout le monde. Le souvenir de Napoléon était plus que jamais vivant, on lui doit quand même le code civil. Plus de 2000 articles rédigés à la main par Napoléon lui-même. Il voulait bannir le pouvoir absolu et faire de la France un pays plus juste et mieux ordonné. C'était devenu un des fondements de la vie française. Les gens se souvenaient de son courage immense, de son sens militaire très redouté par ses ennemis, de son amour fou pour Joséphine qui l'avait rendu plus humain que jamais. C'était le héros des Français. Louis-Napoléon Bonaparte, le neveu de l'empereur, avait grandi en Suisse. Il avait du soutien et des alliés solides au sein de l'État français. Et il caressait l'espoir d'un jour revenir en France pour poursuivre l'œuvre de son oncle et faire de la France un pays de premier plan. Banni comme tous les autres descendants, il faisait beaucoup parler de lui par ses nombreuses tentatives pour rentrer sur le territoire français. Il était obsédé par son objectif et malgré pas mal d'arrestations, il arrivait toujours à s'évader et revenait sans cesse pour essayer de rentrer en France. Sa force, c'est qu'il savait être patient. Il avait le sens du devoir, il était très intelligent, il avait beaucoup d'idées, mais surtout, il croyait en son projet plus que tout. En attendant, Louis continue de travailler à la boutique de Maréchal et il apprend d'ailleurs à lire et à écrire.
enfin. Et puis un beau jour, arrive dans la boutique de Maréchal une toute jeune femme de 20 ans à peine, rousse aux yeux verts, Eugénie de Montijo. La comtesse partait pour quelques jours et elle venait chez Maréchal pour qu'on emballe ses affaires. Et elle faisait la conversation à Louis qui essayait de suivre le rythme, il comprenait pas tout ce qu'elle racontait. Eugénie, c'était un tourbillon de joie et un moulin à paroles. Dès la première fois où Louis a mis le pied chez elle pour emballer ses affaires, elle s'est assise sur le lit et elle prenait l'habitude de lui raconter toute sa vie et tous ses secrets. Louis a 5 ans de plus qu'elle et c'est un coup de foudre amical. Eugénie a très vite pris l'habitude de solliciter les services de Louis, parfois juste pour emballer ses achats, et des fois même elle passait à la boutique de Maréchal juste pour discuter avec Louis pendant qu'il travaillait. Voilà déjà 8 ans que Louis travaille pour Maréchal, et il rêvait tout au fond de lui d'avoir un jour sa propre affaire. Mais Louis ne voulait pas trahir Maréchal, il l'a sauvé, il lui a tout appris, il l'a hébergé, il lui a accordé sa confiance. Et puis, monter son business, ça demande des ressources énormes que Louis n'a pas. Au même moment à Paris, le peuple se révolte contre la répression et le roi abdique en faveur de son neveu qui n'a que 9 ans. Une folie. Un gouvernement provisoire se met en place, mais le peuple est furieux et prend les devants. Il crie à la liberté, placarde les murs de Paris avec des affiches qui disent que tous sont citoyens, que tous sont égaux, que tous ont le droit de voter et il déclare la République. Le peuple français cherche son leader et ça tombe bien. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est enfin de retour à Paris. Il se présente à l'élection présidentielle qu'il remporte avec une écrasante majorité. Le neveu de l'empereur est enfin au pouvoir, le calme revient et la vie reprend son cours. Louis vit revenir dans la boutique sa chère Eugénie, qui n'a toujours pas perdu sa langue d'ailleurs. Elle est de retour dans la vie mondaine et sa mère n'a qu'une idée en tête, la marier et avec quelqu'un d'important si possible. Elle raconte à Louis qu'elle est invitée à une réception bientôt et qu'elle a hâte d'y rencontrer le neveu de l'empereur. Eugénie est invitée à la réception du président. C'est sans doute l'un des événements les plus importants de sa vie de jeune fille et elle a mis le paquet. Elle a fait faire une robe somptueuse, elle se doit d'être très élégante. Au cours de ce dîner, Eugénie fit forte impression. Sa robe laissait apercevoir ses épaules, un choix audacieux à l'époque mais qui lui allait si bien. Aussi, notre petite boule d'énergie partageait ses idées avec conviction et son petit accent espagnol, parce que oui, elle a des origines espagnoles, charmait tous les hommes autour de la table et surtout le président de la République qui l'a dévoré des yeux. Eugénie avait du cœur, c'était une femme bienveillante et très humaine. Elle était cultivée, elle avait du caractère, elle ne passait pas inaperçue. Louis-Napoléon Bonaparte était un charmeur. Il avait beaucoup de conquêtes et il savait y faire. Mais cette fois-ci, c'est Eugénie qui avait le dessus. Il était complètement envoûté et il la couvrait de cadeaux. Il lui faisait savoir ses intentions. Le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon Bonaparte restaurait l'Empire. La République n'avait duré que 4 ans. Il était maintenant empereur des Français et il décida de prendre le nom de Napoléon III. Mais il n'avait pas oublié sa chère Eugénie et la rumeur d'un mariage circulait rapidement. Louis était dans la boutique en train de travailler quand Maréchal l'a appelé dehors. Viens voir, viens voir! Louis sort et après avoir traversé la foule, il tombe sur une affiche au mur et elle terminait comme ça. Je viens, messieurs, dire à la France, j'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme inconnue dont l'alliance eut des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour personne, je cède à mon penchant, mais après avoir consulté ma raison et mes convictions. Enfin, en plaçant l'indépendance, les qualités du cœur, le bonheur de la famille au-dessus des préjugés dynastiques et des calculs de l'ambition, je ne serai pas moins fort puisque je serai plus libre. Bientôt, en me rendant à Notre-Dame, je présenterai l'impératrice au peuple et à l'armée. La confiance qu'ils ont en moi assure leur sympathie à celle que j'ai choisie. Et vous, messieurs, en apprenant à la connaître, vous serez convaincus que cette fois encore, j'ai été inspirée par la Providence. C'est une déclaration à ciel ouvert pour Eugénie. Mais venez, on résume un peu. Louis Vuitton, petit enfant battu du Jura, est arrivé à pied à Paris à l'âge de 16 ans. Il a trouvé du travail, il s'est construit une petite vie, un petit entourage. Et aujourd'hui, son amie la plus proche devient l'impératrice des Français.